Un homme à la mer. Qu'importe, le navire ne s'arrête pas. Le vent souffle, ce sombre navire-là a une route qu'il est forcé de continuer. Il passe. L'homme disparaît, puis reparaît, il plonge et remonte à la surface, il appelle, il tend les bras. On ne l'entend pas. Le navire, frissonnant sous l'ouragan, est tout à sa manœuvre. Les matelots et les passagers ne voient même plus l'homme submergé. Sa misérable tête n'est qu'un point dans l'énormité des vagues. Il jette des cris désespérés dans les profondeurs. Quel spectre que cette voile qui s'en va. Il la regarde frénétiquement. Elle s'éloigne, elle blêmit, elle décroît. Il était là tout à l'heure. Il était de l'équipage. Il allait et venait sur le pont avec les autres. Il avait sa part de respiration et de soleil. Il était un vivant. Maintenant, que s'est-il donc passé ? Il a glissé, il est tombé, c'est fini. Il est dans l'eau monstrueuse. Il n'a plus sous les pieds que de la fuite et de l'écroulement. Les flots déchirés et déchiquetés par le vent l'environnent hideusement. Les roulis de l'abîme l'emportent. Tous les haillons de l'eau s'agitent autour de sa tête. Une populace de vagues crache sur lui. De confuses ouvertures le dévorent à demi. Chaque fois qu'il enfonce, il entrevoit des précipices pleins de nuit. D'affreuses végétations inconnues le saisissent, lui nouent les pieds, le tirent à elle. Il sent qu'il devient abîme. Il fait partie de l'écume. Les flots se le jettent de l'un à l'autre. Il boit l'amertume. L'océan lâche s'acharne à le noyer. L'énormité joue avec son agonie. Il semble que toute cette eau soit de la haine. Il lutte pourtant. Il essaie de se défendre. Il essaie de se soutenir. Il fait effort. Il nage. Lui, cette pauvre force tout de suite épuisée, il combat l'inépuisable. Où est donc le navire ? Là-bas, à peine visible dans les pâles ténèbres de l'horizon. Les rafales soufflent, toutes les écumes l'accablent. Il lève les yeux et ne voit que les lividités des nuages. Il assiste, agonisant, à l'immense démence de la mer. Il est supplicié par cette folie. Il entend des bruits étrangers à l'homme qui semblent venir d'au-delà de la terre et dont ne sait quel dehors effrayant. Il y a des oiseaux dans les nuées, de même qu'il y a des anges au-dessus des détresses humaines. Mais que peuvent-ils pour lui ? Cela vole, chante et plane, et lui, il râle. Il se sent enseveli à la fois par ces deux infinis, l'océan et le ciel. L'un est une tombe, l'autre est un linceul. La nuit descend. Voilà des heures qu'il nage. Ses forces sont à bout. Ce navire, cette chose lointaine où il y avait des hommes, s'est effacé. Il est seul dans le formidable gouffre crépusculaire. Il enfonce, il se roidit, il se tord. Il sent au-dessous de lui les vagues monstres de l'invisible. Il appelle. Il n'y a plus d'homme. Et Dieu, il appelle quelqu'un. Quelqu'un. Il appelle toujours. Rien à l'horizon, rien au ciel. Il implore l'étendue, la vague, l'algue, l'écueil. Cela est sourd. Il supplie la tempête. La tempête imperturbable n'obéit qu'à l'infini. Autour de lui, l'obscurité, la brume, la solitude, le tumulte orageux et inconscient, le plissement indéfini des eaux farouches. En lui, l'horreur et la fatigue. Sous lui, la chute. Pas de point d'appui. Il songe aux aventures ténébreuses du cadavre dans l'ombre illimitée. Le froid sans fond le paralyse. Ses mains se crispent et se ferment et prennent du néant. Vent, nuées, tourbillons, souffle, étoiles inutiles, que faire ? Le désespéré s'abandonne. Qui est là prend le parti de mourir.
il se laisse faire, il se laisse aller, il lâche prise. Et le voilà qui roule à jamais dans les profondeurs lugubres de l'engloutissement. Ô marche implacable des sociétés humaines, perte d'hommes et d'âmes, chemin faisant. Océan où tombe tout ce que laisse tomber la loi. Disparition sinistre du secours, ô mort morale. La mer, c'est l'inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés. La mer, c'est l'immense misère. L'âme, à volo dans ce gouffre, peut devenir un cadavre. Qui la ressuscitera ? Victor Hugo, peut-être, un des projets des Misérables ne serait-il pas de ressusciter l'âme de Jean Valjean, qui sinon aurait fini complètement englouti dans l'obscurité, la brume, dans la solitude, comme il l'écrit. À présent, nous allons faire un petit pas de côté et je vais vous emmener une douzaine d'années plus tôt sur les bancs de l'Assemblée nationale, où Victor Hugo prononce un discours qui est resté célèbre. Il me tenait à cœur de vous faire entendre, à la fois dans une œuvre romanesque et dans un discours politique, un des combats de Victor Hugo. Écoutez-moi ça. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va ? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits ? Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer, ces faits, ils sont tristes mais nécessaires à révéler. Et tenez, s'il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu'il sortît de cette assemblée, et au besoin j'en ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies ? Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres ? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, un malheureux homme est mort de faim à la lettre, et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Voilà pourquoi je suis pénétré, voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n'est qu'un premier pas, mais il est décisif.
Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n'importe, je ne connais pas moi de majorité et de minorité en de telles questions, je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. Et messieurs, je ne m'adresse pas seulement à votre générosité, je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique d'une assemblée de législateurs. Et à ce sujet, un dernier mot, je terminerai par là. Messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous venez, avec le concours de la garde nationale, de l'armée et de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l'État ébranlé encore une fois. Vous n'avez reculé devant aucun péril, vous n'avez hésité devant aucun devoir, vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la civilisation même, vous avez fait une chose considérable, eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile, tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de la Révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Vous n'avez rien fait tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Dans cet épisode et avec ces deux textes, je voulais vous faire entendre la constance d'un homme, Victor Hugo. Pour celles et ceux qui me suivent, et pour les plus érudits, vous savez que Hugo a commencé l'écriture des Misérables en 1845, pour laisser en suspens son roman en 1848. Le chapitre « L'onde et l'ombre » que vous avez entendu aujourd'hui fait partie de la deuxième période d'écriture du roman après 1860. Une douzaine d'années séparent donc l'écriture de ce chapitre du discours politique prononcé en 1849. En 1848, il est à un moment de sa vie où il a connu tous les succès. Littéraire, politique. Très jeune, il est honoré pour sa poésie, puis pour son théâtre, avec Hernani notamment, qui connaît un écho retentissant, puis pour son œuvre romanesque, avec Notre-Dame de Paris en 1831, grand succès. Du côté politique, il est nommé pair de France en 1845, puis maire du 8e arrondissement de Paris, puis élu à l'Assemblée nationale en 1848. Bref, j'arrête là, la liste est trop longue. Cette reconnaissance, ces honneurs, il les a cherchés. On peut même dire qu'il a couru après. Mais là où un sinistre arriviste se serait contenté de se visser bien confortablement dans son fauteuil de velours pour ne s'occuper que de ses relations qui lui permettent d'affermir son pouvoir et sa position sociale, Hugo, lui, continue de regarder toute l'humanité autour de lui et continue de dénoncer les profondes injustices de la société dans laquelle il vit. Quitte à se fâcher, sinon avec ses amis, en tout cas avec les gens de son propre camp. La misère n'est pas juste le sujet d'une de ses œuvres, qu'il aurait délaissé ensuite pour passer à autre chose. La misère est une préoccupation, le mot est faible, une obsession, un combat qui va l'animer toute une partie de sa vie. À 12 ans d'écart, les deux textes d'aujourd'hui en témoignent. Il me paraissait intéressant de les rapprocher dans cet épisode. Alors la différence stylistique est énorme, vous l'avez entendu évidemment, puisque l'un est issu d'une œuvre romanesque et l'autre d'un discours politique. Mais les points communs sont nombreux. Je vais vous relire et vous lire quelques lignes des Misérables. Relire celle de l'épisode 5. Il s'agit de l'épisode Jean Valjean. Celui-ci est au bagne. Depuis plusieurs années, il n'a pas de nouvelles de sa sœur, et soudain, on lui en donne. Et voici ce que Hugo écrit. On l'en entretint un jour. Ce fut un moment, un éclair, comme une fenêtre brusquement ouverte sur la destinée de ces êtres qu'il avait aimés, puis tout se referma. Il n'en entendit plus parler, et ce fut pour jamais. Plus rien n'arriva d'eux à lui, jamais il ne les revit, jamais il ne les rencontra, et dans la suite de cette douloureuse histoire, on ne les retrouvera plus.
Deuxième extrait, une phrase tirée de l'épisode d'aujourd'hui. L'homme est submergé par les flots. Le voilà qui roule à jamais dans les profondeurs lugubres de l'engloutissement. Troisième extrait. Écoutez ces quelques lignes situées dans la fin du roman. Elles concernent deux autres personnages dont je ne vous révèle pas l'identité, à vous de la découvrir si vous le souhaitez. Ce sont deux personnages très importants. Et Hugo note, les deux seuls qui restassent de ce groupe lamentable avaient replongé dans l'ombre. Le gouffre de l'inconnu social s'était refermé sur ces êtres. On ne voyait même plus à la surface ce frémissement, ce tremblement, ces obscurs cercles concentriques qui annoncent que quelque chose est tombé là et qu'on peut y jeter la sonde. Ce quelque chose qui est tombé là, ce sont des êtres humains. Cette fenêtre, très brièvement réouverte et tout aussi vite refermée, cette petite lumière, cela ne dure que l'instant d'un éclair, de quelques pages dans un roman, quelques pages d'une grande allégorie, dans un chapitre des Misérables où la misère est comparée à un élément naturel. Sur ces êtres-là, la lumière ne reste pas longtemps. Vous avez entendu la récurrence de ces mots quand il parle d'ombre, de gouffre, de profondeur lugubre. Et le vocabulaire qu'utilise Victor Hugo, ces petits morceaux de phrases, pour nous montrer, nous faire entendre que des êtres ont existé, mais que leur disparition ne laisse pas plus de traces qu'un petit caillou jeté dans une grande flaque. Je vous l'ai dit dans le précédent épisode, Les Misérables est une immense histoire de disparition. Certaines sont très spectaculaires et d'autres sont anodines. Et c'est comme si Hugo voulait les sortir de leur anonymat, de leur apparente insignifiance. Dans ces chapitres, dans ces lignes, il y a un point commun en plus du vocabulaire, c'est aussi les questions qu'il nous pose. Dans le chapitre Jean Valjean, que devint la sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela? Et dans le chapitre d'aujourd'hui, après que l'homme fut englouti, Hugo se demande à propos de son âme, qui la ressuscitera? Qui est-ce qui s'occupe de cela? Qui nous rappellera que ces êtres ont existé? Ces questions, il se les pose d'abord à lui-même, évidemment. Il les pose à ses contemporains, à ses collègues assis sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais quand on connaît l'ambition artistique et je dirais humaniste de l'animal, on peut penser qu'il les pose aux générations futures, donc à nous-mêmes. En tout cas, moi, je me les reçois en pleine poire, ces questions. Il les soumet à mes réflexions, à ma conscience. Alors, une des réponses qu'il apporte, est-ce que ce ne serait pas que c'est à l'artiste de s'occuper de cela? Entre autres, évidemment. S'occuper de ce que ne veulent pas voir ses collègues de l'Assemblée nationale, et peut-être même toute une partie de notre société. Ces deux phrases. Ô marche implacable des sociétés humaines, perte d'hommes et d'âmes chemin faisant. Cette perte, cette disparition, c'est la mort d'êtres humains. L'onde et l'ombre, ce chapitre des Misérables, écrit après 1860, n'est-il pas la suite ou la transformation de son discours prononcé à l'Assemblée nationale en 1849? Dans ce discours politique, la violence, elle est frontale, directement adressée à ses collègues députés présents ce jour-là. Collègues qui, à ses yeux, n'ont rien fait pour détruire la misère. Dans l'onde et l'ombre, la poésie que Hugo déploie pendant ces quelques pages de cette allégorie où la misère est comparée à un élément naturel, la mer, la poésie d'Hugo ne doit pas masquer les faits. La misère tue. Et même 12 ans plus tard, avec toute cette poésie,
il me semble que sa dénonciation n'a rien perdu de sa virulence. J'avais ouvert le premier épisode consacré à notre série autour des Misérables avec la préface écrite par Victor Hugo, où il nous dit que la misère est une damnation sociale, créée artificiellement. 160 et quelques années plus tard, et malgré le visage hypocritement désolé de certains qui voudraient nous faire croire que la misère, on n'y peut rien, je pense toujours que la misère a été créée artificiellement, et je me permettrai d'ajouter modestement que la misère est entretenue artificiellement et même aggravée pour les intérêts de certains. J'ai la naïveté de croire que on peut détruire la misère. Encore faut-il le vouloir. Vous voyez que les questions de Victor Hugo me plongent dans des abîmes de réflexion. Elles me secouent, me provoquent, m'émeuvent. Je vous remercie de votre attention, d'être resté jusque-là, et je vous dis à bientôt.